Bonjour à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir de vous retrouver pour la suite des séances relatives à la méthodologie. Nous avons vu dans la séance précédente la méthodologie relative au cas pratique. Voyons maintenant la méthodologie relative aux commentaires de texte et à la dissertation juridique. D'abord, le commentaire de texte. Le commentaire de texte est un exercice qui permet une réflexion organisée sur un texte. Elle est réalisée après une analyse approfondie de celui-ci au regard notamment du droit positif. Le nom générique donné à cet exercice, commentaire de texte, traduit la pluralité des documents textuels sur lesquels le commentaire peut porter, par exemple, un article de code, un article de loi, un article de doctrine ou un extrait d'ouvrage ou éventuellement un discours. Pour déclarer son application à un cas d'espèce, le commentaire est un exercice destiné à analyser un texte à l'aide des connaissances acquises, à l'expliquer, à restituer son véritable sens et en dégager la portée. La première phase est celle de la compréhension du texte et de son organisation. Elle débute par une lecture attentive du texte, la règle de droit étant en principe générale et abstraite, son application au cas particulier peut parfois poser problème. L'interprétation des textes juridiques, nous le savons, est une activité quotidienne pour le juriste. L'exercice du commentaire du texte peut porter parfois sur un texte de loi, je viens de le dire, sur un texte de loi, un texte de doctrine ou sur un ensemble de textes d'auteurs différents portant sur le même thème. Cela soulève le problème du contenu du commentaire de texte et la méthode d'élaboration justement du commentaire de texte. Après avoir dégagé la nature du texte, il convient ensuite d'analyser le contenu même du texte. Il faut expliquer le sens général du texte, expliquer son esprit et surtout qualifier les idées principales du texte pour enfin le critiquer. Il faudra reconnaître la démarche du texte et pour cela dégager son plan. Le texte contient toujours une ou plusieurs idées maîtresses. Le commentaire doit les mettre en valeur en dégageant les idées et les mots-clés du texte. Les mots techniques doivent évidemment être expliqués. Chaque fois que le texte prête à interprétation, les différentes interprétations possibles doivent être expliquées. Quelle solution le texte apporte-t-il dans le domaine juridique considéré? Quel est son domaine d'application? Est-il susceptible d'avoir des conséquences dans d'autres domaines? Le commentaire, par conséquent, doit faire ressortir les intérêts du texte à commenter. Il s'agira d'abord des intérêts juridiques. Qu'apporte le texte au droit? Quelles en sont les conséquences juridiques? L'objectif du commentaire de texte est d'une part de vérifier la compréhension du texte par l'étudiant et d'autre part d'apprécier sa capacité à en faire une analyse argumentée et critiquée. Le travail préalable à la rédaction du commentaire de texte est divisé en 3 étapes, à savoir une lecture du texte, une analyse littérale du texte et enfin une analyse critique du texte. La problématique correspond à une question à laquelle il faudra répondre dans le commentaire. Par exemple, si je prends, nous sommes dans le cours de droit des sociétés, si je prends l'article 982 du Derrière des obligations et un contrat, il est évidemment, je vais me poser la question, quelle est la situation juridique que le législateur est venu réglementer par l'article 982? Ici, la réponse, c'est que le législateur, par ce texte, donne une définition du contrat de société, mais j'aurai l'occasion de revenir sur la mise en application de cette technique du commentaire de texte plus tard. Donc la problématique correspond à une question à laquelle il faudra répondre dans le commentaire. Il s'agit toujours d'une interrogation relative
au contenu du texte. Qu'il s'agisse du commentaire de texte, de droit positif ou éventuellement d'une analyse doctrinale. Le plan doit permettre de répondre justement à cette problématique. La construction du plan doit conduire à l'organisation en 2 parties et 2 sous-parties des différents éléments retenus dans un cheminement logique permettant l'analyse critique du texte. Pour la construction du plan, je reviendrai tout à l'heure après avoir vu la technique de la dissertation juridique que nous allons voir maintenant. Alors, qu'en est-il de la dissertation? Nous avons vu le commentaire de texte, qu'en est-il maintenant de la dissertation juridique? La dissertation juridique est un exercice qui permet de tirer le meilleur parti de ses connaissances face à un sujet donné en les ordonnant à l'intérieur d'un plan structuré. Il s'agit donc d'un exercice de mise en forme des connaissances démontrant les aptitudes à la synthèse et à la réflexion. La dissertation juridique, parfois qualifiée de sujet théorique, est une démonstration juridique en réponse à un sujet formulé abstraitement. La dissertation juridique est réalisée après une analyse approfondie de celui-ci au regard du droit positif, de la doctrine et de la pratique juridique. La dissertation n'est pas une simple récitation ni une description du cours. À l'inverse, il s'agit d'une véritable démonstration intellectuelle. L'objectif de la dissertation juridique est double. D'une part, de vérifier la compréhension du sujet et d'autre part, d'apprécier les capacités d'argumentation et d'organisation des connaissances de l'étudiant. Avant d'entreprendre la rédaction de la dissertation sur la copie, il est indispensable de se livrer à un travail préparatoire ou brouillon. Une lecture attentive du sujet est nécessaire à sa bonne compréhension. Il ne faut pas donc hésiter à lire de nombreuses fois afin de bien s'en imprégner et de pouvoir par la suite se livrer à son analyse. Il faut que chacun des termes du sujet doit être défini et naturellement étudié. Il convient alors de bien repérer le terme prédominant du sujet posé. Ceci implique au préalable une lecture très attentive. Il apparaît essentiel de lire à plusieurs reprises le sujet donné. Le but est d'éviter toute mauvaise compréhension de celui-ci. Une fois ce premier point respecté, il faut ensuite noter au brouillon toutes les idées en relation avec le sujet. L'objectif est alors de mobiliser vos connaissances. Il s'agit de ne rien oublier et de noter toutes les réflexions qui viennent à l'esprit. Pour cela, il faut mobiliser toutes les connaissances personnelles acquises en cours, en travaux dirigés, en lecture personnelle, d'articles, de doctrines et bien évidemment de jurisprudence. Une fois ce travail réalisé, il faut classer toutes ces connaissances. Il conviendra alors de rapprocher les idées entre elles. Certaines se complètent, d'autres s'opposent. Certaines idées pourront aussi apparaître n'avoir aucun rapport avec les autres. Il conviendra de les mettre de côté provisoirement. L'objectif du brouillon est de parvenir à dégager les idées essentielles de grandes tendances. Une fois cet objectif réalisé, la construction de la dissertation s'effectue en plusieurs étapes, toujours réalisées dans le même ordre, à savoir la détermination de la problématique, la construction d'un plan permettant de répondre à cette problématique et la préparation de l'introduction. La problématique correspond à la question à laquelle vous allez répondre dans la dissertation. Il s'agit toujours
d'une interrogation relative au sujet et qui permet d'envisager les différentes facettes et les différents enjeux juridiques. La problématique est le fil conducteur de la dissertation. Chacun des éléments présentés dans le plan doit contribuer à apporter une réponse à cette dernière. Il est important que la problématique témoigne d'un mouvement et d'une dynamique du sujet. Une fois la problématique déterminée, le plan peut alors être dégagé. Il doit impérativement répondre à la problématique. Il convient donc d'y mettre en évidence les différentes étapes de la démonstration et les arguments successifs. Doivent donc y apparaître d'une part les connaissances pour répondre à la problématique et d'autre part leurs appréciations. Le plan permet de répondre de façon structurée, de façon ordonnée à la question de droit posée, au problème juridique. Il permet de mettre en valeur les arguments forts. Quel que soit le type d'exercice proposé en droit, le plan est généralement organisé en 2 parties et 2 sous-parties. 2 grandes parties, grand 1, grand 2, 2 sous-parties, grand A, grand B. Les arguments les plus forts, ceux qui constituent l'idée force du devoir, doivent résider dans le cœur du développement, c'est-à-dire dans le grand 1, B et dans le grand 2, A. Les intitulés des parties et sous-parties doivent être donc soignés. Il faut que l'intitulé reflète, il faut que l'intitulé du plan reflète parfaitement la problématique et tous les intitulés doivent être réalisés sans verbe conjugué. Il faut donc éviter de faire des phrases avec un verbe conjugué. Les intitulés doivent être suffisamment précis et reprendre les termes du sujet. Pour éviter le hors-sujet, il faut reprendre les termes du sujet. Ils ne doivent pas être trop généraux. Le plan doit être thématique, c'est-à-dire articulé autour de ces 2 grandes idées qui seront l'objet des 2 parties. Il existe néanmoins des plans classiques, des plans types qui se justifient parfois, mais pas toujours en fonction du sujet. Le plan, donc, je viens de dire que le plan doit refléter la problématique. C'est-à-dire que les 2 grandes parties, si j'additionne la somme des 2 grandes parties, font la problématique et la somme des 2 sous-parties font la partie. C'est-à-dire que c'est le grand 1 et le grand 2. Le grand 2, c'est la somme des 2 feront apparaître la problématique divisée en 2 et les 2 sous-parties feront apparaître la problématique de la partie concernée. Alors les plans types peuvent être utilisés dans de nombreuses dissertations. Le reproche qu'on leur fait en général est leur caractère bien souvent trop descriptif. Toutefois, ils sont bien simples, permettant une présentation claire d'un sujet. Ils peuvent donc être utilisés faute de trouver un plan parfait. Un bon plan, généralement, un bon plan en droit remplit 3 conditions. Première condition, il répond à la problématique. C'est essentiel. Il faudrait pouvoir, à partir des seuls intitulés du plan, retrouver donc le sujet et donc la problématique. Deuxième condition, le plan permet d'aborder tous les éléments du fond. Et ensuite, troisième condition, le plan ne conduit pas à des répétitions. Comme tout sujet théorique, la dissertation doit comporter des chapeaux introductifs et des transitions. Les chapeaux introductifs permettent au lecteur de comprendre l'annonce des idées qui vont venir.
les transitions sont nécessaires, en tout cas dans la dissertation juridique, qui évitent le passage brutal d'une idée à une autre. Il faut que le lecteur sache, à partir de la lecture, que on va changer doucement l'idée à une autre idée. Voilà, et autre chose très importante dans la méthodologie, quel que soit le type d'exercice que vous aurez à faire, l'utilisation du langage juridique est essentielle. Il faut utiliser le vocabulaire juridique. Enfin, l'introduction doit être particulièrement soignée, car c'est le premier élément essentiel que le correcteur ou le lecteur va lire en premier. C'est donc l'introduction, qui déterminera la première impression du travail, sur le travail réalisé. Une première impression est souvent la bonne. Il est par conséquent primordial de la soigner, d'autant qu'elle correspond à une part importante de votre devoir. L'introduction est le moment où vous présentez le sujet avant d'entrer dans le détail, c'est-à-dire dans les développements. Son but est donc d'écarter toute incompréhension sur le sujet. Elle passe par une structure type qu'il convient de respecter. Il faut toute introduction en droit commence par une phrase d'attaque ou une phrase d'approche. Il faut que l'énoncé du sujet et la définition l'énoncé du sujet et la définition des termes du sujet dans l'introduction. Il faut dans l'introduction une présentation du contexte et de l'intérêt du sujet. Il faut exposer clairement la problématique et enfin, à la fin de l'introduction, il faut faire obligatoirement une annonce du plan en annonçant les deux grandes parties. Il convient donc de débuter la dissertation, par ce qu'on appelle couramment la phrase d'approche ou la phrase d'attaque. Il s'agit d'évoquer de façon pertinente, voire originale, le sujet qui va être traité. Cette phrase d'attaque ou d'approche est peut-être une phrase sur l'actualité en rapport avec le sujet. Ça peut être un adage ou éventuellement une citation littéraire pertinente. Ensuite, il s'agit de situer le sujet dans son contexte, en définir les termes essentiels et d'en délimiter les contours. Plus le sujet est large, plus cette délimitation doit être argumentée. Ne pas hésiter à établir des rapprochements avec des notions voisines pour mieux les différencier. Il faut éliminer les questions qui ne seront pas traitées en expliquant pourquoi vous avez choisi de les exclure. Il faut toujours, en droit, justifier ce qu'on en fait et ce qu'on n'en fait pas. Donc ici, pour une meilleure compréhension. Ensuite, dans l'introduction, il est impératif de dégager l'intérêt du sujet. Ce point vise à présenter le sujet sous son meilleur jour. Il convient pour cela de relever les différentes implications sociologiques, par exemple sociologiques, historiques ou philosophiques du sujet. Lorsque cela est possible, des éléments d'actualité ou de droit comparés peuvent être apportés. Enfin, il est important de dégager les difficultés que le sujet suscite. Ici, l'idée de démontrer son importance au regard de l'ensemble de ces éléments. Au regard de ces différents éléments, il convient naturellement de dégager une problématique. Donc le raisonnement juridique se construit en droit, se construit toujours autour d'une problème. C'est la démonstration. Cette problématique qui va servir de base pour la démonstration juridique doit être la plus simple, la plus claire et la plus précise possible. Dès le développement antérieur et de la problématique va découler naturellement l'annonce du plan, de sorte que ce dernier s'en trouvera justifié. Le lecteur, en principe, le lecteur ou le correcteur doit comprendre pourquoi ce plan en particulier a été retenu plutôt qu'un autre. Arrive donc l'annonce du plan qui doit permettre donc au lecteur
de connaître de manière sommaire la réponse apportée à la problématique et d'autre part de savoir quels vont être les développements qui vont suivre par l'annonce des parties grand 1 et grand 2. Cette annonce l'annonce du plan sert donc à faciliter la lecture de la dissertation en expliquant sa structure générale. Enfin, un dernier point en droit, concerne la conclusion. Parfois, la conclusion en droit, elle est facultative, mais traditionnellement, dans l'exercice juridique et la dissertation, elle n'échappe pas à cette règle d'introduction. En principe, la démonstration juridique se suffit à elle-même. Tout au plus, si cela suffit seulement, il est possible, donc je vous dis encore, c'est facultatif, il est possible de terminer la copie par quelques phrases d'ouverture qui visent à mettre la thématique en perspective avec sa probable évolution dans le temps. Alors, voilà à peu près les 3 types d'exercices que je propose généralement aux étudiants pour le commentaire d'arrêt et qui nécessite une méthodologie particulière, une difficulté particulière parce qu'il nécessite de connaître parfaitement le raisonnement. Dans le commentaire d'arrêt, on se met dans la situation du juge qui a rendu la décision. Donc, il faut à partir d'une problématique, d'un dossier, comment le juge a rendu une décision. Ici, ça nécessite une technique particulière puisque la décision de justice est structurée. Il faut connaître aussi, pour pouvoir répondre à la solution rendue par le juge, il faut aussi connaître toute la procédure. Alors, pour le commentaire d'arrêt, je n'insiste pas, mais j'aurai l'occasion de vous le donner sous forme de PDF. Mais pour les exercices que je propose généralement aux étudiants, c'est soit le commentaire de texte, soit la dissertation juridique. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire, pour le commentaire de texte, par exemple, si je prends l'article 982 du derrière des obligations du contrat, il est évidemment, et on va se poser la question, quelle est la situation juridique que le législateur est venu réglementer par ce texte. Ici, si on fait une analyse juridique de l'article 982 du décret des obligations et contrats, le législateur règle la situation de la définition du contrat de société en donnant les éléments constituant le contrat de société. Alors, pour le plan relatif à l'article 982, dans la première partie, je propose comme plan, en tout cas il n'y a pas de plan type, mais en tout cas je propose le plan suivant. Dans la première partie, je dis la définition de la société par la généralité du contrat. Donc le législateur ici, il nous dit que l'article 982 est un contrat. Donc ici, comme tout contrat, même si c'est un contrat de société, il est soumis aux règles générales de validité de contrat posées par l'article 2 du décret des obligations du contrat. Donc dans la première partie, il est évident que je vais parler de la définition de la société par la généralité du contrat sur les conditions de validité posées par l'article 2. Et dans une deuxième partie, ici c'est la spécificité du contrat, donc la définition de la société par les spécificités de son contrat. Ici je vais reprendre les éléments que le législateur a prévoit dans l'article 982 du contrat, c'est-à-dire la soumission du contrat de société à des contractants spécifiques, notamment il prévoit la pluralité des associés et aussi les apports et aussi la soumission des associés à une attention particulière, la réalisation et le partage des bénéfices. Et un autre élément que je peux aussi évoquer qui n'est pas prévu par l'article 982, c'est un élément jurisprudentiel, mais qui est un élément important du contrat de société, c'est l'affectio societatis. Voilà à peu près pour le commentaire de texte. Le commentaire de texte est essentiel de se mettre dans la situation du législateur en se posant la question de savoir quelle est la situation juridique que le législateur est venu réglementer par le texte. En ce qui concerne la dissertation juridique, la dissertation juridique nécessite une parfaite connaissance théorique du sujet à traiter. Ici, c'est une question purement théorique. Il ne s'agit pas de réciter le cours, mais en tout cas, à partir du sujet, de faire une démonstration rigoureuse, une démonstration intellectuelle, une logique à partir des connaissances
théoriques, mais ces connaissances théoriques doivent faire l'objet doivent être structurées à partir d'un plan déterminé. Voilà à peu près. Si je propose par exemple pour la dissertation juridique, la nature juridique du contrat, répondre à la question, la nature juridique du contrat de société, c'est un sujet purement théorique. Sur la nature juridique du contrat de société, il y a évidemment une question doctrinale qui a été débattue. Il y a une approche doctrinale sur la nature juridique de la société. Je vais pouvoir le dire en prévoyant dans une première partie donc l'approche doctrinale de la nature juridique de la société, en disant dans les deux sous-parties, dans le grand A, l'approche contractuelle de la société, dans le grand B, l'approche institutionnelle de la société, et dans le grand 2, je vais éventuellement parler de la nature juridique de la société marquée par des spécificités du contrat. Voilà à peu près. Mais tout cela, j'aurai l'occasion de vous le mettre sous format PDF, plus détaillé, plus expliqué. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris soin de m'écouter pendant ces séances et je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.